La taïga ne pardonne pas les erreurs. Elle ne fait d'exception pour personne, ni pour les touristes inexpérimentés, ni pour les chasseurs expérimentés. Je le sais mieux que quiconque, 10 ans de service en tant que garde-chasse dans la taïga de l'Oural m'ont appris à respecter ces lois. Ici, chaque jour peut être le dernier, surtout lorsque la température descend en dessous de 40 degrés et qu'un blizzard efface toutes les traces en quelques minutes. Beaucoup de gens pensent que le principal danger ici, ce sont les animaux sauvages ou le climat rigoureux. Mais je sais que la taïga recèle des secrets bien plus terribles. Des secrets qui ne s'expliquent pas toujours. Et l'un d'entre eux a failli me coûter la vie. Avant de devenir garde-chasse, j'ai passé 20 ans comme instructeur de tir tactique. J'enseignais aux jeunes combattants l'art du sniper, je leur transmettais ce que j'avais moi-même appris. Mais le temps a passé, de jeunes instructeurs sont apparus, et j'ai décidé de revenir à mes racines. Mon père était également garde-chasse dans la région. Je n'aurais jamais pensé que les compétences d'un tireur d'élite me seraient utiles ici, dans cette taïga reculée. J'avais tort. Tout a commencé un matin de février 2012. Ce jour-là a changé à jamais ma perception de ce que l'ancienne taïga de l'Oural peut cacher, et du prix que l'on paie parfois pour toucher à ses secrets. Le message est arrivé à 5 heures du matin. Victor, le vieux chasseur, n'était pas rentré de sa tournée sur ces terres. Pour un homme qui connaît la taïga comme sa poche, c'est plus qu'étrange. En 68 ans de chasse, Victor est resté robuste et prudent. En 30 ans, il n'a pas eu un seul accident grave. La tempête de neige qui a fait rage toute la nuit s'est calmée et les premiers rayons du soleil colorent en rose les cimes des sapins. Le thermomètre indique moins 38. Je vérifie mon équipement, jette mon sac à dos sur mes épaules et me dirige vers le terrain de chasse de Victor. Dès que j'ai franchi le ruisseau de Medveji, le navigateur s'est mis à mal fonctionner. L'aiguille de la boussole se comportait bizarrement, comme s'il y avait une puissante source de champ magnétique à proximité. Mais ici, dans la taïga reculée, il n'y avait pas d'explication logique. 2 heures plus tard, j'ai retrouvé les empreintes de Victor. Elles menaient à d'anciennes galeries de mines abandonnées depuis le siècle dernier. Les habitants de la région évitent généralement ces endroits. Il y avait des rumeurs de géologues disparus, de bruits étranges la nuit et de pannes d'équipements inexpliquées. Je n'y ai jamais prêté attention, considérant tout cela comme des histoires banales. J'ai trouvé le corps à 300 mètres de l'entrée d'un des puits. Victor était allongé sur la neige, comme s'il s'était reposé. Il n'y avait aucune trace de lutte ou d'animaux sauvages. Son sac à dos était soigneusement appuyé contre un arbre. Son fusil gisait à proximité. Tout indique que la mort est due à l'hypothermie. Mais c'était impossible. Un chasseur expérimenté, habillé en fonction du temps, ne pouvait pas mourir de froid à 1 kilomètre de sa hutte. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai commencé à examiner attentivement la scène. Les traces de pas dans la neige montraient que Victor avait tourné en rond pendant un certain temps, comme s'il cherchait quelque chose. Puis il s'est assis sur un arbre tombé au sol, dont l'empreinte est nette dans la neige. Et puis, les traces de pas sont devenues étranges, comme s'il titubait. Immobile, il a sorti sa boussole. Il y avait des traces de pas distinctives dans la neige. En examinant ses affaires, j'ai remarqué quelques détails inhabituels. Sa lampe de poche était complètement vide, alors que Victor avait toujours des piles de rechange. Dans son carnet de notes, qu'il portait toujours sur lui, la dernière entrée était coupée à mi-mot. Un étrange grondement provenant de la galerie. La boussole s'est devenue folle, il faut vérifier. Dans sa poche de poitrine se trouve une vieille photographie jaunie par le temps. Elle montrait un groupe d'hommes portant l'uniforme de la police secrète soviétique debout à l'entrée du puits de mine. Au dos, il y avait la date de 1920 et des chiffres qui ressemblaient à des coordonnées. Victor tenait dans sa main une boussole dont la flèche, complètement démagnétisée, pendait librement. Mais la découverte la plus étrange a été un petit objet métallique dans sa poche, quelque chose comme un badge ou un jeton avec les lettres gravées NGCC et un numéro. Le métal était chaud au toucher, malgré le gel, et présentait d'étranges propriétés magnétiques. Ma propre boussole s'est mise à tourner de manière erratique lorsque je l'ai approchée. Je ne savais pas à l'époque que ce n'était que le début d'une histoire qui allait s'étendre sur plusieurs années et conduire à des événements qui allaient changer ma vie. Pendant les 3 années qui ont suivi, j'ai essayé de trouver des informations sur cette expédition de la police secrète soviétique. J'ai étudié les archives, interrogé d'anciens habitants, exploré les environs des tunnels. J'ai trouvé quelques bribes d'informations, de vieilles cartes,
Mais tout cela ne donnait pas une image cohérente, jusqu'à ce qu'un événement se produise en novembre 2015 et me rappelle la mort mystérieuse de Victor. Un groupe de 5 personnes s'était inscrit à une expédition géologique. Leurs papiers étaient en règle, mais quelque chose dans leur comportement était alarmant. Du matériel trop cher pour des géologues ordinaires, des questions trop précises sur les anciennes cavités, ils ont campé à 2 km de l'entrée des travaux et ont commencé à prendre des mesures. Le 3e jour de leur séjour, mon récepteur radio a capté un signal de détresse. À travers les interférences, une voix excitée s'est fait entendre. Nous avons trouvé... Oh mon Dieu, il fonctionne encore. Nous avons besoin d'une urgence. Et la liaison s'est interrompue. Je me suis immédiatement rendu dans leur camp. Ce que j'y ai vu est inexplicable. Les tentes étaient vides, mais tout le matériel était encore en place. Au centre du camp, un générateur était en marche, des appareils fonctionnaient, du thé chaud dans des thermos. C'était comme si les gens avaient simplement disparu au milieu de leur travail. Seule la neige laissait apparaître des traces menant à la dite. Sur l'un de leurs ordinateurs portables, dont l'écran clignote de façon désordonnée, j'ai trouvé un fichier ouvert. Il s'agit d'une photographie du même endroit que celle de 1920, mais prise récemment. À côté, il y avait le schéma d'une sorte d'appareil intitulé « Générateur de champ directionnel ». Projet Compass, top secret. Les rails mènent au puits central. L'air était légèrement métallique et, quelque part dans les profondeurs, je pouvais entendre un faible bourdonnement semblable à celui d'un transformateur. Ma torche s'est mise à clignoter lorsque j'ai pénétré à l'intérieur. Malgré son âge, la galerie semblait bien fortifiée. Des traces de peinture fluorescentes fraîches étaient visibles sur les murs. J'ai rapidement trouvé un trépied abandonné et des piles éparpillées, les premières traces du groupe disparu. Dans l'une des galeries latérales, j'ai remarqué une faible lueur. Là, adossé au mur, un homme était assis. C'était l'un des géologues, vivant mais en état de choc profond. Il répétait sans cesse la même phrase. « Il s'est réveillé ? Nous l'avons réveillé. » Sur le chemin du retour, alors que nous attendions les sauveteurs, il s'est un peu repris. Son histoire était décousue, mais certains détails m'ont fait froid dans le dos. Ils ont trouvé une pièce au fond de la galerie qui ressemblait à un laboratoire. Il y avait de vieux équipements, des machines. L'une d'entre elles fonctionnait encore, émettant un faible bourdonnement. Lorsqu'ils ont essayé de s'en approcher, des choses étranges se sont produites. Toute l'électronique est tombée en panne, et puis, il ne se souvient plus que des cris de ses camarades et d'une force invisible qui les entraînait quelque part dans l'obscurité. Les sauveteurs ont inspecté l'ADI le lendemain, mais n'ont rien trouvé. Pas de personne, pas de matériel, pas de traces du laboratoire. À un seul endroit, le compteur Geiger a émis d'étranges impulsions, qui ne ressemblent pas à des radiations ordinaires. Et tous les enregistrements des caméras et des appareils de mesure du groupe disparu ont été effacés. Une semaine plus tard, des hommes en civil sont venus au village. Ils ont confisqué tous les documents relatifs à l'incident. Le seul survivant a disparu de l'hôpital sans laisser de traces, ne laissant derrière lui qu'un morceau de papier portant l'inscription NKGK, exactement la même abréviation que celle qui figurait sur le badge de Victor. En octobre 2016, alors que les premières neiges recouvraient déjà la taïga, un inconnu a frappé à ma cabane. Grand, les cheveux gris, vêtu d'un manteau de ville coûteux, il ne cadrait pas du tout avec le paysage local. Il s'est présenté comme chercheur dans un institut minier, mais sa tenue militaire trahissait un passé bien différent. « Je suis au courant du cas de Victor », dit-il sans préambule. « Je suis au courant de l'affaire Victor », dit-il sans préambule, ainsi que du groupe de géologues. « Vous vous rendez compte que ces affaires sont liées, n'est-ce pas ?» Il sort une petite pochette en cuir. À l'intérieur se trouvent des documents portant la mention « Top Secret » et l'abréviation familière NKGK, Commissariat du Peuple aux Boussoles Minières. En 1920, un laboratoire secret travaillait ici. Ils ont créé quelque chose qui n'était pas censé exister. L'équipement est toujours là, et il fonctionne à nouveau. Il pose sur la table une photo, copie conforme de celle que j'ai trouvée de Victor. Si vous m'aidez, je dirai toute la vérité. Sinon, il y aura d'autres victimes. Je refuse. Puis il a sorti un autre document, un rapport sur une opération spéciale dans les montagnes du Caucase en 2005, la mission que j'essayais d'oublier depuis 11 ans. Un groupe de militants s'est emparé d'un bus transportant des enfants. J'ai reçu l'ordre d'abattre le chauffeur lorsque le bus passerait une section dangereuse d'une route en serpentin. J'ai exécuté l'ordre. Le bus a été arrêté, les enfants ont été sauvés, mais 2 otages ont été tués. Officiellement, on a accusé les militants, mais je connaissais la vérité.
C'était ma dernière mission. Les documents disent une chose, mais les témoins peuvent en dire une autre, a-t-il déclaré calmement. Surtout les parents des morts. Le soir même, je suis allé voir Nick, un vieux chasseur qui vivait sur un cordon éloigné. Il avait déjà plus de 70 ans, mais il restait fort et lucide. Son père, qui travaillait comme forestier, était ami avec l'un des ingénieurs du laboratoire. Nick a dit que son père avait laissé des papiers et des journaux intimes. Lorsque je me suis approché de sa cabane en motoneige, l'air glacial sentait déjà le brûler. Des flammes sortaient de sous le toit. Le vieux chasseur gisait inconscient dans la neige à 50 mètres de la maison. Il avait apparemment réussi à sortir. La neige autour de lui avait été piétinée par plusieurs personnes. J'ai tiré Nick loin du feu et je l'ai recouvert de ma veste. Il est revenu à lui, la respiration sifflante. Une boîte en fer, sous le plancher, ils ne l'ont pas trouvé. Puis il s'est à nouveau évanoui. Dans la cabane en flammes, j'ai trouvé une cachette. Dans la boîte en fer, j'ai trouvé des pages jaunies d'un journal intime avec des notes sur des expériences étranges, de vieux plans de tunnels et une photo d'un groupe de scientifiques devant un énorme appareil. À l'intérieur de la boîte en fer, j'ai trouvé des pages jaunies d'un journal intime écrites d'une petite main. Entre les pages, il y avait des schémas des tunnels et des relevés d'instruments étranges. À la toute fin, il y avait une photo d'un groupe de scientifiques à l'entrée du puits principal. L'inscription au dos disait « Mine numéro ». 4e profondeur, 270 mètres. C'est ici que nous l'avons trouvé. La dernière entrée du journal est datée de 1921. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose que je craignais. En exploitant le niveau inférieur, nous avons découvert un énorme filon de minerai. Les instruments ordinaires sont hors normes. Ils créent un champ incroyablement puissant. Tout le fer dans un rayon de 50 mètres est magnétisé, de telle sorte qu'il est impossible de le tenir dans ses mains. Les militaires sont enthousiastes et parlent d'un nouveau type d'arme. Mais ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Des gens qui disparaissent dans les tunnels inférieurs, la façon dont toutes les jauges sont déformées, et ces bruits qui viennent d'en bas. J'ai pris certains documents et les clés au niveau inférieur. La mine doit être bouchée, maintenant. Si vous lisez ceci, ne vous approchez pas de la mine numéro 4. Ce qu'il y a en bas. C'est de plus en plus fort. Le feu a détruit presque toute la cabane de Nick, mais il a survécu. À l'hôpital, lorsqu'il a repris conscience, il a raconté que 2 hommes étaient venus le voir peu avant l'incendie. Ils cherchaient une vieille clé, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient, mais maintenant j'ai compris. Ils cherchaient de la clé du niveau inférieur. Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai constaté qu'il m'attendait. Le même homme en manteau était assis à mon bureau, en train de feuilleter des documents. « Alors, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant » demanda-t-il sans lever les yeux. « Vous vous rendez compte que vous n'avez plus le choix, n'est-ce pas ? Soit vous travaillez avec nous, soit... » Il n'a pas eu le temps de terminer. À ce moment-là, tous les appareils électriques de la maison s'éteignent en même temps. L'aiguille de ma boussole, posée sur le rebord de la fenêtre, a tourné de 180 degrés dans un bruit de vrombissement. Et quelque part dans les profondeurs de la taïga, loin des vieux zadis, le ciel s'est éclairé d'un flash lumineux. Le mois de novembre 2019 a été exceptionnellement froid. Un mois auparavant, des phénomènes étranges avaient commencé à se produire dans la taïga. Les élans et les ours quittaient massivement leur habitat. Les appareils électroniques de la colonie fonctionnaient mal en permanence. Et près des anciens zadits, les gardes-chasse remarquaient de plus en plus souvent du matériel militaire. Officiellement, il s'agissait d'un exercice d'entraînement. Mais je savais qu'ils cherchaient l'entrée de la mine numéro 4, celle-là même qui aurait dû être bouchée en 1921. Quelque chose avait changé là-dessous. Quelque chose prenait de l'ampleur. D'abord, 2 soldats du cordon ont disparu, puis un géophysicien de l'équipe scientifique. Les militaires ont déclaré qu'il s'agissait d'accidents, mais je pouvais lire la peur dans leurs yeux. La même peur que celle qui animait le seul géologue survivant en 2015. J'ai commencé à rassembler des informations, j'ai photographié des équipements, noté des chiffres, suivi les mouvements des groupes, j'ai gardé des copies de ces vieux documents sur une clé USB, j'ai envoyé tout cela au bureau du procureur de l'environnement et à un journaliste que je connais. Je leur ai dit où chercher si je ne revenais pas. Dans la soirée du 21 novembre, mon navigateur a capté un signal de détresse. Les coordonnées indiquaient l'entrée d'une ancienne galerie. J'ai compris qu'il pouvait s'agir d'un piège. Mais si quelqu'un avait vraiment besoin d'aide en bas, des camions militaires sont garés à l'extérieur du puits. Près de l'énorme générateur, des hommes en combinaison de protection s'affairaient.
Un homme en par-dessus disait quelque chose à un grand militaire portant les épaulettes d'un colonel. J'entendais des bribes de phrases, situation critique, perturbation de la structure, inondation des niveaux inférieurs. J'ai appris plus tard ce qui s'était passé. Pour tenter d'atteindre cette veine de minerai particulière, ils ont commencé à forer. Ils ont ouvert un aquifère souterrain. L'eau s'est engouffrée dans les anciens chantiers, érodant la roche. Et cette roche, à forte teneur en minerai de fer, a créé de puissantes perturbations magnétiques. Tous leurs instruments affichaient des valeurs critiques. 2 sauveteurs sont descendus pour vérifier le niveau de l'eau et ne sont pas entrés en contact. La radio ne fonctionnait pas dans de telles conditions. Le minerai de fer brouillait le signal. Je connaissais un autre chemin, par un ancien puits de ventilation qui n'était pas indiqué sur leur carte. À l'intérieur du puits, l'air était humide, lourd. Le bruit de l'eau augmentait à chaque mètre. À une profondeur de 200 mètres, j'ai trouvé les sauveteurs. Ils essayaient de se frayer un chemin jusqu'au puits principal, mais l'eau avait bloqué le passage. L'un d'entre eux s'est blessé à la jambe. Alors que nous grimpions dans le puits de ventilation, j'ai entendu le premier effondrement. La nappe phréatique avait érodé les supports et l'Adi commençait à s'effondrer comme un château de cartes. Nous avons à peine réussi à sortir à temps. 1 heure plus tard, tout le niveau inférieur s'est effondré. La cavité s'est remplie d'eau et toute l'histoire secrète du minerai a été ensevelie sous des tonnes de roches. Plus personne n'y descend, c'est trop dangereux. Les militaires ont interrompu leurs travaux. L'homme au par-dessus a disparu. Et j'ai été réprimandé pour avoir interféré avec une foreuse. Mais l'information a tout de même été divulguée. Il y avait trop de témoins. Le parquet a ouvert une enquête pour travail illégal dans la zone protégée. Ici, les boussoles continuent de lire l'enfer. Mais maintenant, je sais qu'il n'y a pas de mysticisme. Il n'y a que du minerai de fer, de l'eau et de l'avidité humaine. Et ceux qui ont disparu dans ces Adis dans les années 920 ont dû faire face à la même chose. La nature ne pardonne pas. La nature ne pardonne pas à ceux qui essaient de prendre plus que ce qu'ils peuvent supporter. Cela fait maintenant plus d'1 an. L'histoire des travaux secrets a été rendue publique. L'enquête a révélé des violations de la législation environnementale et plusieurs hauts fonctionnaires ont perdu leur épaulette. La zone autour des tunnels a été reconnue comme zone dangereuse et fermée au public. Nick s'est amélioré. Parfois, il vient me voir, nous buvons du thé et nous nous souvenons de ces événements. Il dit que son père avait raison. La nature garde certains secrets pour une raison. J'ai donné le journal et les documents au musée d'histoire locale. Il faut que les gens connaissent l'histoire de ces lieux. On n'a jamais revu l'homme au manteau. Mais parfois, lors d'une tempête de neige, je crois entendre un grondement sous la terre. C'est l'eau qui continue à broyer la pierre, érodant les anciens puits de plus en plus profondément. Les habitants de la région évitent désormais l'endroit. Pas à cause du mysticisme ou des légendes. C'est juste que tout le monde se rend compte qu'en bas, la nature nous a donné une leçon. Une leçon qui mérite d'être retenue. Je travaille toujours comme garde-chasse. Je fais le tour de mon territoire, je surveille la forêt, j'aide les animaux. Après cette histoire, le travail ne me semble plus si ennuyeux. Maintenant, j'en suis sûr. Parfois, les pires secrets ne sont pas cachés dans les légendes, mais dans ce que l'homme fait de la nature. Chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez-vous que l'objet découvert dans les profondeurs de l'Adite n'était qu'un phénomène naturel? Ou bien les militaires savaient-ils quelque chose de plus et ont-ils cherché à le dissimuler à tout prix? Et si les expériences des années 1920 n'avaient jamais cessé, peut-être certains d'entre vous ont-ils rencontré des anomalies similaires ou entendu des légendes sur des lieux mystérieux? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, soutenez la chaîne en l'aimant et en vous abonnant. Et pour ne pas manquer de nouvelles histoires mystérieuses, activez la sonnerie. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la taïga cache beaucoup de choses. Mais êtes-vous prêt à découvrir la vérité? Rendez-vous dans le prochain numéro.